Bonjour, merci Vincent, merci Stein. Chers collègues, bonjour. Donc, je vais vous parler des complications neurologiques de la réanimation pour lesquelles nous avons été un peu sollicités lors de la première vague et aussi également la seconde vague dans le cadre de la plateforme d'Eurocovid que l'on avait mis en place avec l'ARS Île-de-France et également les sociétés Intense Talent et Omnidoc. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier, donc le plan sera de vous décrire succinctement les mécanismes de lésions cérébrales au cours du Covid-19, les principaux symptômes et syndromes neurologiques, centraux et périphériques, puis les complications neurologiques de la réanimation chez les patients Covid, et enfin un aparté sur les dysfonctions du tronc cérébral chez ces patients de réanimation Covid-19. Alors les mécanismes, vous les connaissez, il s'agit d'abord de l'invasion virale par voie hématogène ou voie nerveuse, l'activation endothéliale en réponse à l'agression inflammatoire systémique, mais également amplificateur de cette réponse inflammatoire systémique, qui peut entraîner une altération de la barrière hémato-encéphalique et un passage de médiateurs de l'inflammation du sang vers le parenchyme cérébral. Mais aussi, ces médiateurs peuvent passer, en dehors de toute altération de la barrière hémato-encéphalique, par des structures très particulières qu'on appelle les circumventriculaires organes, qui sont dépourvus de barrières, situés dans le troisième ventricule ou dans le tronc cérébral, et peuvent aussi être cause d'une neuroinflammation. Et puis l'état protraumatique qui est associé à cette activation endothéliale et qui pourra, comme vous le savez, favoriser des accidents vasculaires cérébraux. Consécutivement donc à cette agression inflammatoire systémique, vous pouvez avoir un processus neuro-inflammatoire qui rendrait compte de l'encéphalopathie et des encéphalites, et puis aussi des phénomènes comme toute infection virale de dysimmunité post-virale qui concourrait à la survenue d'ADEME, d'encéphalite type auto-immune et de syndrome de Guillain-Barré. Alors, les voies neurales, vous les connaissez, il s'agit essentiellement du nerf olfactif. Le nerf trigéminal pourrait être aussi une voie. Le nerf vague, c'est beaucoup moins clair. Alors, ce que l'on sait, c'est que pour ce qu'il en est du nerf olfactif, on sait que les cellules supports, notamment le neuroépithélium, peut héberger le virus et celui-ci peut se propager vers le cerveau et par une transmission transsynaptique ou éventuellement en étant pris en charge par des cellules microgliales, rejoindre d'autres structures cérébrales et notamment le tronc cérébral. Bien sûr, d'autres éléments cellulaires du cerveau peuvent abriter donc ce SARS-CoV-2, celles qui expriment bien sûr les récepteurs AC2 et puis aussi TMMPRSS2, il s'agit essentiellement des cellules vasculaires, dont les péricytes et les cellules immunitaires. Je vous ai déjà parlé de la microglie. Alors voilà un travail très récent d'équipe pasteurienne qui montre comment le virus peut rentrer être hébergé par le neuroépithélium et être exprimé tout le long du tractus du nerf olfactif et puis après entraîner une neuroinflammation intracérébrale et notamment dans les structures du tronc cérébral. Alors bien sûr, quand on parle d'invasion virale, on pense à la méningite, donc on pense à faire une PL. Et donc, parfois les méningites ont été rarement décrites et des PCR positifs dans le liquide céphalorachidien ont été excessivement décrites. Donc on n'a pas d'argument réellement pour une invasion virale par le biais de cet examen. Et pour ce qui est des données neuropathologiques, il a été très rarement mis en évidence la présence de virus à des faibles taux qui ne suffisaient pas à expliquer les anomalies neuropathologiques qui sont surtout micro-hémorragiques ou neuro-inflammatoires. Et la présence de virus était plutôt dans les cellules vasculaires ou les cellules immunitaires. Alors, c'est sans doute d'autres mécanismes que viraux qui sont cause de ces lésions cérébrales et notamment l'activation endothéliale et processus neuro-inflammatoires. Voilà, comme peut en être le reflet, ces micro-hémorragies ou ces anomalies de la substance blanche et parfois des anomalies plus précises des noyaux gris centraux qui pourraient s'intégrer dans une atteinte inflammatoire. Alors, quelle est la prévalence de ces troubles ? À peu près 13% si on en croit cette cohorte new-yorkaise, avec un délai de survenue de 2 jours à partir du début des symptômes de Covid. Alors, j'aimerais juste singulariser un comportement que l'on a tous éprouvé, qui s'appelle le sickness behavior ou le comportement de maladie, qui est une réponse stéréotypée, physiologique, à une agression inflammatoire systémique induite par une infection virale. Il s'agit d'un comportement qui associe retrait social, anorexie, hypersomnie, malaise, difficulté de concentration. Et cette réponse physiologique est en fin de compte induite ou sollicite suite à une activation du nerf vague ou des voies humorales. Alors les symptômes neurologiques, ça c'est un comportement
qui a une composante neurologique et qui est physiologique, mais les symptômes neurologiques les plus décrits, comme vous le savez, sont les altérations de la vigilance et de la conscience qui vont s'intégrer dans un tableau d'encéphalopathie et parfois d'encéphalite, des signes dans 50% des cas, des signes focaux qui peuvent bien sûr être révélateurs d'un accident vasculaire cérébral, une faiblesse des 4 membres qui pourrait être un signe éventuellement de Guillain-Barré. Et vous voyez quand même, les maux de tête sont fréquents, les céphalées sont fréquentes, et les crises d'épilepsie relativement fréquentes dans 10% des cas, et les crises d'épilepsie peuvent être un symptôme aussi révélateur dans 10% des cas. L'anosmie dans cette série donc française, ordonnée par Élodie Mépiel, mais en fin de compte, très peu de cas d'anosmie, mais dans la littérature, l'anosmie à dysgnosie peut être rapportée chez 30%, jusqu'à plus de 30% des patients Covid-19. Alors, il s'agit là de symptômes. Comment s'organise-t-il en syndrome? Alors, bien sûr, la taxonomie varie d'une étude à l'autre, et bien sûr, ceci fait qu'il y a des différences d'incidence, mais les principaux syndromes sont l'encéphalopathie, qui va se caractériser par des troubles de la conscience et de la vigilance et des anomalies électroencéphalographiques, et voire des crises d'épilepsie. C'est dans 30% des cas. Les AVC, dans 26% des cas. Les cas d'encéphalite représentaient que 10%. Et les crises d'épilepsie, alors ça peut être une maladie ou au contraire un syndrome, un symptôme d'une encéphalopathie, d'une encéphalite, dans moins de 10% des cas. Et le Guillain-Barré est relativement rare, du moins relativement peu fréquent, à moins de 7%. C'est ce qui était rapporté dans l'étude française. Dans l'étude new-yorkaise, les incidences n'étaient pas tout à fait les mêmes. Par exemple, aucun cas de méningite n'avait été rapporté, alors que les encéphalopathies étaient rapportées dans plus de 50% des cas. Alors, quels sont les facteurs de risque? Le risque de complications neurologiques le plus important que le patient est âgé, qu'il est de sexe masculin, qu'il est en surcharge pondérale, qu'il a des facteurs de risque cardiovasculaire et surtout une maladie neurologique préexistante. Pour ce qui est de l'EEG, l'électroencéphalogramme, qui complète souvent l'investigation clinique neurologique, il y a d'un côté les phénomènes épileptiques. Les crises, c'est rare, mais des activités pro-épileptogènes peuvent se voir dans 14% des cas. Et puis surtout un tableau d'encéphalopathie que l'on met en évidence parfois dans 66% des cas avec un ralentissement d'activité de fond. Alors bien sûr, ce tableau électroencéphalographique dépend du tableau clinique et elles sont beaucoup plus fréquentes en cas d'encéphalopathie et d'encéphalite. Il faut dire qu'on fait peu d'EEG en cas d'accident vasculaire cérébral. Pour les données de l'imagerie, peu de séries, mais une série par exemple de 73 patients où vous voyez que les anomalies IRM les plus fréquemment décrites sont ces phénomènes micro-hémorragiques, ces accidents dans plus de 20%, 30% des cas, les accidents ischémiques à peu près dans 20% des cas, et puis après des anomalies de la perfusion et en dernier temps des anomalies de la substance blanche que je vous ai décrites ou parfois aussi intéressantes telles que les noyaux gris centraux dans moins de 10% des cas. Alors bien sûr, ces anomalies IRM dépendent aussi du tableau clinique. On ne trouve pas les mêmes anomalies, vous y attendiez, selon qu'il s'agisse d'un accident vasculaire cérébral, d'une encéphalopathie, d'une encéphalite. Et voici un cas, par exemple, d'encéphalite dans la série d'Élodie Mépiel, assez caractéristique. Alors, il y a une distribution temporelle variée de ces symptômes. Dans l'étude française, ces symptômes neurologiques étaient révélateurs dans 20% de cas, et dans 60%, elles survenaient plus tardivement, en règle générale 7 jours après les symptômes de Covid. Il en est de même dans l'étude nord-américaine. Il y avait un délai en moyenne de 2 jours, du moins en médiane, entre le début des symptômes neurologiques et le début du Covid. Mais en revanche, dès que les symptômes apparaissaient après l'admission pour un Covid, c'était en règle générale 12 jours après leur admission. Alors, si on veut schématiser un peu la répartition temporelle des syndromes, anosmie et comportement de maladie sont souvent révélateurs. Les encéphalopathies sont un peu décalées dans le temps. Vous voyez, puis les encéphalites et les AVC, et le Guillain-Barré survenant en médiane 18 jours après. Et bien sûr, il y a le problème des séquelles, on en parlera. Donc voilà une autre façon un peu résumée des principaux tableaux cliniques, des entités cliniques avec leurs manifestations neurologiques, les anomalies que vous verrez en IRM sur la ponction lombaire et puis l'électroencéphalogramme. Alors, est-ce que ça a un impact? C'est intéressant de savoir que faire un accident vasculaire alors qu'on a le Covid, c'est plus grave que de faire un accident vasculaire sans Covid. Ça a été bien démontré par l'équipe aussi de Saint-Denis récemment. Alors, pour les patients de réanimation, au Covid va se combiner les complications neurologiques propres à la réanimation. Vous connaissez le délirium, rapporté chez plus de 50% des patients graves de réanimation, mais qu'en est-il des patients Covid? On voit bien que 80% vont développer
des troubles de la vigilance et de la conscience, et 50% d'entre eux vont développer des troubles un syndrome, un délirium. Et ce qui est intéressant comparativement aux patients de réanimation générale, c'est que la forme hyperactive est très présente. C'est plus de 50% des patients ayant un délirium qui ont une forme hyperactive. Les facteurs de risque sont l'âge, bien sûr, et la sévérité du Covid comme indicateur, les principales interventions, vous voyez, qui sont très associées à la survenue de ce délirium. Alors, quand on a un délirium chez un patient Covid, on a envie d'aller plus loin pour s'assurer qu'il n'y a peut-être pas un processus particulier, peut-être induit par le Covid. Et cette série strasbourgeoise d'IRM montre qu'en fin de compte, on a fréquemment des anomalies neuroradiologiques avec des anomalies des espaces méningés, du moins sous-arachnoïdiens, dans 60% des cas. Et puis ces micro-hémorragies, qui témoignent sans doute d'une atteinte endothéliale, et puis des accidents vasculaires et surtout des anomalies de perfusion. Ils ont aussi complété ce bilan par une PL qui ne montre pas de méningite, mais des bandes oligoclonales. Autre complication classique des patients de réanimation, ce sont les neuromyopathies acquises ou les paralysies acquises en réanimation. Elles affectent plus de 72% des patients Covid à leur réveil. Et vous voyez, bien sûr, la prévalence diminue avec le temps, puisqu'il y a une récupération, mais 50% d'entre eux sortiront de réanimation avec une paralysie acquise en réanimation, en sachant qu'il faut parfois distinguer d'un Guillain-Barré. Alors, le tableau neurologique n'est pas tout à fait le même, mais il faut parfois vous aider d'un électroneuromyogramme, d'une ponction lombaire et d'un dosage des antigangliosides. Alors, est-ce que c'est important de connaître ces différents symptômes ? Oui, alors quand vous évoquez une encéphalite, quand vous avez tous les arguments en faveur de ce diagnostic, on peut être discuté des thérapeutiques immunomodulatrices, comme l'ont fait nos collègues de la Salpêtrière, qui ont proposé donc des échanges plasmatiques et des corticoïdes, avec un certain bénéfice pour certains patients. En revanche, la prise en charge est celle de tout tableau d'encéphalopathie ou de crise, elle est symptomatique et il n'y a pas, à ma connaissance, de spécificité propre. Alors juste un petit mot sur la dysfonction du tronc cérébral, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. On pense que les patients graves de réanimation peuvent avoir ce dysfonctionnement, sachant que le tronc cérébral contrôle la vigilance d'une part et puis les fonctions neurovégétatives. Et chez les patients Covid, il y avait un argument pour dire qu'il y avait un dysfonctionnement du tronc cérébral. Vous avez tous pris en charge ces patients, vous vous avez rendu compte que souvent il y avait des phénomènes dysautonomiques sur la fréquence cardiaque, contrôle autonomique de la fréquence cardiaque ou de la pression artérielle. Il y avait aussi un trouble à perception de la dyspnée. Souvent, ils sont tachypnéiques, et quand on leur dit « est-ce que vous avez du mal à respirer ?» Ils disent « non, pas du tout, tout va bien ». Et puis, des études plus neurophysiologiques ont montré qu'il y avait une altération du blink réflexe, du réflexe de clignement, qui est aussi un témoin peut-être de cette dysfonction. Et puis, sur les études neuropathologiques, le processus neuro-inflammatoire semble être beaucoup plus important dans le tronc cérébral. Et puis, quand je vous ai parlé de neuroinflammation et des circumventriculaires organes, un des centres importants, un des circumventriculaires organes importants, c'est l'area prostrema, qui est localisé dans le tronc cérébral, comme vous le savez, et à proximité des structures neurovégétatives. Et des médiateurs de l'inflammation peuvent passer par cette structure et entraîner une inflammation locale. Donc il y a toute une série d'études que conduisent mes collègues, le docteur Sarah Ben-Ghanem, le docteur Herman, mais aussi Mathieu Daniel, et des collègues de Saint-Étienne, et aussi des collègues aussi du Brésil, pour essayer de mieux authentifier cette dysfonction du tronc cérébral. On a des arguments cliniques tels que l'abolition du réflexe de Toux qui serait associé à une surmortalité. Et tout ça est en cours de confirmation. Alors, qu'en est-il des séquelles ? Bien sûr, ces patients peuvent, du fait du Covid, du fait aussi du sickness behavior ou du comportement de maladie dont on sait qu'il est pourvoyeur de syndrome dépressif à long terme, et anxio-dépressif ou de PTSD, et aussi des complications propres neurologiques qui sont à risque de séquelles, de troubles psychocognitifs et aussi fonctionnels. Et là, une étude récente d'une équipe autrichienne montre chez moins de 10% des cas un syndrome anxio-dépressif, un PTSD et des troubles aussi cognitifs, plutôt des fonctions exécutives, avec quand même un impact quand même modéré fonctionnel. Et il y a une étude en cours dirigée par Romain Sonneville et Pierre Jacquet sur le sujet, où ils montrent aussi des troubles psychocognitifs. Voilà, donc en conclusion, des symptômes neurologiques dans 20% des cas, plus fréquents chez les patients âgés ayant des pathologies préexistantes neurologiques, et ça dépend de la sévérité, à la fois des atteintes centrales, et donc surtout l'encéphalopathie, l'AVC et les encéphalites, et puis les atteintes périphériques, mettons à part l'anosmie à dysgeusie, un Guillain-Barré qui peut survenir. Chez les patients de réanimation, c'est surtout
dépendant de la façon dont on les a pris en charge aussi, le retard de réveil, le délirium et les neuromyopathies acquises en réanimation. Une association à une surmortalité et une morbidité, bien qu'il faille encore aller plus loin dans l'évaluation des syndromes post-Covid et du Covid long. Y a-t-il une intervention thérapeutique particulière? Non, mais discuter en cas d'encéphalite, vous avez des échanges plasma, un traitement immunomodulateur. Pour ce qui est de la plateforme, donc on continue l'aventure en essayant de la rendre plus perfectionnée. Voilà, et j'en ai fini juste par cette conclusion. C'est simple, ou un schéma encore plus beau de Romain, voilà, sur les différentes complications au cours du Covid dans le neurologique. Je vous remercie pour votre attention.